Bonjour, je m'appelle Fanny. J'ai l'honneur de vous présenter cette table ronde. C'est bien une table ronde, c'est ça, oui, qui s'appelle Les PME à l'épreuve des cybermenaces, un combat inégal. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter l'animatrice Fatia Zegoudi de SciSafe et nos intervenants seront Anthony English de WorkJam, Jack Brooks de Box Insurance, Michel Vandenberg de Campus Cyber et Jacques Sauvé de Trilogiam. Alors, the floor is yours. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Super, merci beaucoup. Alors, donc nous allons commencer ce panel où on va parler des PME à l'épreuve des cyberattaques. Est-ce que c'est un combat inégal? Avant ça, avant de commencer, je vais d'abord vous présenter quelques chiffres. Donc voici les intervenants pour ceux qui ont raté. Alors, déjà, la définition même de PME, j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir reprendre par ça. Donc, une TPE en France est considérée comme une entreprise de moins de 50 salariés et une PME est en dessous de 249 salariés. Le chiffre d'affaires de la PME ne doit pas excéder 50 millions de chiffre d'affaires et pour celle de la TPE, il avoisine à peu près les 2 millions. Pour ce qui est du Canada, on est sur à peu près les mêmes chiffres, sauf que la PME pour eux, ça n'excède pas les 499 salariés. Je voulais juste reprendre quelques chiffres sur ce tableau-là pour représenter en fait en termes de le nombre de PME qui sont en Canada. Donc là, on a 97,9% de petites entreprises, 1,9% de moyennes entreprises qui équivaut à 99,8% d'entreprises dans le territoire global. Donc c'est énorme. Et pour la France, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc on est sur à peu près 99%. Donc c'est absolument énorme. Donc c'est des cibles de choix pour les cyberattaquants. Ça, vous l'aurez bien compris. Donc là, on peut voir l'évolution des cyberattaques contre les PME durant les 5 dernières années. Les 3 dernières années, pardon. Donc en 2020, on se voit déjà qu'on est à peu près en France à 200 000 cyberattaques par an. On est un peu plus de 150 000 au Canada. En 2021, pareil, il y a une augmentation significative. On arrive à 250 000 et un peu moins de 100 000 au Canada. Et ensuite, en 2023, donc il y a une estimation qui est faite par l'INSEE, où on arriverait à peu près à plus de 300 000 cyberattaques sur l'année 2023. Et au Canada, à peu près plus de 120 000. Donc les chiffres sont là. Donc on voit qu'il y a une véritable envie... on va dire un véritable engouement pour les cyberattaquants d'attaquer ces entreprises-là qui sont un peu plus fragiles que les autres. Et la première question va m'être dirigée vers Michel. Donc les PME sont de plus en plus exposées au risque cyber. Problème de moyens ou d'évangélisation, pardon. On t'entend pas. Est-ce que tu as augmenté? Tu fais un test micro. Voilà. Yes. Ok, ça va être plus facile. Ce que j'exprimais, c'est que l'exposition des cyberattaques ne change pas. Ce qui change, c'est l'industrialisation des cyberattaques aujourd'hui. On parle maintenant de ransomware de service. On voit l'intelligence artificielle qui va arriver aujourd'hui, ça va être une vraie boucherie pour notre monde. Hein. Ça va permettre de pouvoir générer des lignes de code de façon extrêmement simple. Demander peut-être à ChatGPT de créer la nouvelle cyberattaque vis-à-vis des PME. Donc ça, c'est un premier fait. Les patrons de PME sont conscients du risque cyber. On a fait une enquête avec l'Ipsos en France. 75% des patrons de PME sont conscients du risque cyber. Ce dont ils sont moins conscients, c'est de leur dépendance au numérique. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que quand ça s'arrête, l'entreprise ne peut plus fonctionner du tout. Parce que pour eux, le numérique, c'est abstrait, voilà, ça fonctionne tout le temps. Et quand on leur dit, bah non, c'est cassé, ça ne marchera plus, c'est là qu'ils s'aperçoivent que l'entreprise s'arrête complètement. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, il y a aussi le problème de l'asymétrie de l'information, c'est-à-dire que c'est déjà compliqué pour une grande entreprise de calculer le ROI quand on achète une solution de cybersécurité. Est-ce qu'elle va vraiment permettre de pouvoir la rentabiliser, de baisser le risque cyber? Pour une petite entreprise, c'est beaucoup trop compliqué. Ce ROI est très compliqué à calculer. Au Forum international, ils ont dit qu'ils devraient consacrer entre 2 et 4% du chiffre d'affaires pour la cybersécurité. C'est inentendable, je pense, aujourd'hui, pour un patron de PME. Et en France, ce qu'on voit arriver aujourd'hui, et qui est extrêmement inquiétant, c'est que payer la rançon, ça devient le new normal. C'est-à-dire que les pirates
sont tellement bons dans leur service après-vente. Ils sont très très ouverts à la négociation. On peut vraiment travailler avec eux de façon assez importante. Ce qui fait que pour le patron de la petite entreprise, ça coûte moins cher de payer sa rançon parce qu'il est maintenant certain qu'il va récupérer ses données. Il est accompagné d'ailleurs, on l'appelle, vous avez bien récupéré tout, etc., etc. Et même les assurances parfois disent, pour nous c'est plus intéressant de payer une petite rançon que de remettre sur place un système d'information. Voilà, donc c'est un peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Tony, to turn over the past few months, the use of AI has become more common and has become a key tool for cyber attackers. Do you believe that AI can be also employed by cyber defenders to counter these threats? And if so, how? Sorry, I'm going to give you mine. Thank you very much. I'm going to take my headphones off for a second. There we go. Yeah, as you can see at the Evening Exhibitors booth today, all around this facility, you can see lots of AI-enabled products and tools. The trick with AI, I think, to keep in mind is it's not the AI of the Terminator movie series. It's machine learning typically that's being used, and it's only as good as what you're feeding it for data. So AI can definitely help, and I see it helping every day. I was in Belgrade a couple of weeks ago, meeting with a company there that builds only AI-enabled security products, and they have a whole suite of them, and they're fantastic. But they still use a human factor to help support that AI analysis. You'll never lose a human piece. You need humans to do the extra analysis. But I definitely think it's going to be advantageous now and in the future to have an AI-enabled product. In fact, when I see a new security product that has no AI enablement in it and no kind of support for machine learning, I wonder how effective it will be against a concerted cyber attack, especially one that's backed up with an AI-enabled attack tool. You can go on the dark web today or a few public websites as well, and you can get AI-enabled attack tools today. They're available to write ransomware, to write source code snippets you can drop into GitHub to infect other people's products. So there's a lot of stuff out there you have to counter attack against or have a countermeasure against, and an AI-enabled tool set on your side of the fence is the way to get that done. Thank you, Tony. Comme on l'a dit, l'humain est au cœur des enjeux. Tu m'entends bien, Jacques? Donc la question, c'est les cyberattaques sont souvent sous-estimées par les PME. Comment les sensibiliser à cet enjeu, à ton avis? Ça serait le fun d'avoir une bonne réponse à ça. Hein? Ah, évidemment. Il y a assez de monde qui essaie d'évangéliser ça. Premièrement, je dois dire, Michel, j'adore quand tu dis que les cyberméchants ont un bon service à la clientèle. Ça, c'est excellent. C'est drôle, mais c'est vrai. C'est le plus gros problème que je vois dans la PME, au Québec en tout cas, c'est que les entrepreneurs ne se préoccupent pas assez de la cybersécurité. Ils attendent que c'est trop tard. Hein, je le dis souvent, je suis souvent interpellé dans les médias, je le répète souvent, la cybersécurité, c'est pas important. Jusqu'à temps que ça le devienne. Michel, tu parles des sondages, puis on a les mêmes sondages ici au Québec, au Canada, qui disent que des choses comme 70% des entrepreneurs trouvent que c'est important, la cybersécurité. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y en a pas assez qui agissent, qui prennent des actions. Puis c'est ça la différence, c'est de prendre des actions pour faire de quoi, pour améliorer sa posture de cybersécurité. Comme l'a dit tout à l'heure Michel, je pense qu'il ne considère pas que ce soit des choses assez tangibles. Il ne voit pas ça comme, c'est des choses simples. On revient toujours. On peut parler d'IA, d'ordinateurs quantiques et tout ça, mais je ramène toujours les PME à dire occupez-vous donc de la base. L'hygiène de TI de base, c'est là que ça commence. Hein? L'expression québécoise que j'utilise, je sais que c'est pas pareil en France, il n'y a pas de pilule magique, hein? Il n'y a pas de patente à gosse qui va dire « Hey, là, j'ai mis ça, je suis sécuritaire ». Non, non, non. C'est plein de petites actions qu'on prend pour protéger son entreprise, ses identifiants, ses données. C'est là que ça commence. Pas compliqué. Merci beaucoup, Jacques, pour ces explications très claires. Jack, another one. We have two Jacks today. So you've been in the insurance industry for a year and a half now. Cyber insurance has gained significant popularity recently. It is a vital tool for risk mitigation or particularly for SMEs? Do you hear him? There we go. Can we hear him?
Hear me now? There we go. Okay. So so I haven't been in cyber insurance that long. I've spent most of my career in the technology area. But yes, cyber insurance, to answer the question very directly, is definitely something that should be in the SME toolbox as far as risk transfer. Now, when it comes to cyber insurance, I think there's a lot of misunderstanding, not a lot of clarity in how it's different than many other types of insurances that organizations are exposed to. So finding the right insurance and really the right insurance broker that will look at your entire risk profile and help you find the right sets of coverages is really critical. There's still a lot of insurances that are designed to put a check in the box of an audit situation. Doesn't really necessarily help you a lot when you have troubles or as you're trying to improve your security posture. So a good insurance partner will work with you before you have an event. Work with your internal IT teams, work with your external MSPs, work with a whole number of people to make sure that you've got the right coverage and that you're doing the right things so that when there is an event, number one, we all know it's not if, it's when, but we can choose how serious that event is. So we can try and make it a little bit less impactful, and that because you've done the right things, your insurance coverage will be there to cover you for that. Piggybacking on what Michelle said, last year it was about 7,000 house fires reported to the insurance industry. In the same period last year, there were over 77,000 cyber events reported to the insurance industry, and we already know those are underreported. So imagine what that number is really like. Thank you, Jack. So, donc la question prochaine, c'est pour Michel. Donc vous avez été missionné par le gouvernement pour proposer un plan de recommandation pour aider les PME françaises à mieux les cybersécuriser. Quels sont vos constats, les leviers que vous en avez tirés? On a été nommé par Jean-Noël Barrot et puis Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour regarder justement qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme recommandation justement pour mieux sécuriser les petites entreprises. Donc on a fait un envoi de questionnaire à l'ensemble de l'écosystème en France. On a fait un benchmark aussi à l'international. On a contacté les ambassades, dont l'ambassade du Canada, pour savoir un petit peu comment ça se passait dans les autres pays. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a dit tout à l'heure, c'est on est tous devant le même problème. C'est les patrons de PME disent « Ah oui, c'est dangereux, mais je ne suis pas une cible, ça ne me concerne pas ». Donc il y a déjà une sensibilisation importante qu'il faut pouvoir réaliser. Il faut la jouer collective. Collective pour pouvoir justement sensibiliser, avoir tous le même message. Il faut être collectif aussi pour savoir arrêter. On voit qu'avec Interpol, Europol, on commence à arrêter aujourd'hui des gangs qui aujourd'hui font de la cybercriminalité, donc et à essayer de résoudre le problème. Le Campus Cyber en France, c'est une initiative. Campus, c'est 1200 experts qui viennent travailler tous les jours dans la même tour. C'est 150 sociétés différentes qui travaillent ensemble pour justement essayer de mieux protéger les PME. Et on est même un centre où quand un patron de PME se fait attaquer, il peut rencontrer les gendarmes pour déposer plainte, etc. etc. Donc ça fonctionne bien. Il y a des initiatives nationales. Il y a le Centre canadien de la cybersécurité qui a été créé. Il y a en France l'ANSSI, cybermaviance.gouv.fr. On a même créé le 17 cyber, c'est-à-dire vous êtes embêté, vous faites le 17 cyber, et il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Voilà. Les 3 recommandations qu'on fait, c'est exactement ce que j'en ai eu tout à l'heure. C'est 1, simplicité. Si le chef d'entreprise il démarre une démarche pour pouvoir se cybersécuriser, tout de suite, il rencontre des spécialistes qui vont lui parler un jargon qu'il ne va pas comprendre et on va essayer de lui vendre des trucs. Donc, il faut déjà faire quelque chose d'extrêmement simple. Le deuxième point, c'est de rassembler l'ensemble de l'information. En France, on a vu qu'il y avait plus de 150 autodiagnostics pour les patrons de PME qui avaient été créés par les régions, les CCI, les fournisseurs, etc. etc. Donc, ce qu'on propose nos ministres, c'est de dire on va faire une place de marché centralisée au campus où le chef d'entreprise vient, il dit où il est, combien il a de salariés, quelle est son activité, et en fonction de ça, on lui donne le bon diagnostic, les 5-6 recommandations à faire, et si sa région lui donne de l'argent pour se cybersécuriser, on lui dit pour qu'il puisse justement avoir les moyens pour le réaliser. Et le troisième point, c'est une grande campagne de sensibilisation qu'on va démarrer en France avec France Télévisions, avec Radio France, etc., pour expliquer que ce risque cyber, il ne concerne pas que les autres, que quand ça vous arrive, ça peut être extrêmement dangereux. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Michel. So we are all aware that having a good grasp of risk is vital.
in combating cyber attackers. However, many SMEs tend to undervalue the importance of these issues. How can they improve their approach to cybersecurity concerns? Taking the risk seriously is obviously critical. And in the case of some environments where I've worked in the past, there's lots of talk, as you've heard already from the other panelists, there's lots of talk about cybersecurity and lots of concerns about cybersecurity and about its impact. One way I found that was very effective, though, was to take cybersecurity into a financial realm, to do your calculations on risk based on the financial impact to the organization. And especially at the board level, that translates much faster than saying, oh, if we get breached, we're going to lose this data. Well, the data is not as relevant at times as the actual cash value of losing that data. There's the impact to the company's reputation, there's the impact to the company's business model, and often, as you've heard already, these companies, when they are hacked, when you get hacked, you could be shut down very quickly. Not because of the hacker necessarily, but because of the after effects of the hacking. And some of the more popular forms of hacking today, when they breach you, they'll take the ransom from you, they'll take the payment from you, and they'll say, oh yeah, we deleted your data. And then next week your data's on the dark web being sold for more money. So why would you give away an asset you just stole from someone you could resell to someone else to make even more cash? So making sure that message is put together in a financial set of terms can help the senior management buy into the security as well, because you need their support to put a cybersecurity program in place. Thank you, Tony. Donc, on a aussi compris que c'était aussi une question de budget, la cybersécurité. Donc, comment parvenez-vous, Jacques, à faire prendre conscience à vos clients que c'est absolument une priorité, même si ils n'ont pas forcément le budget pour? C'est simplement de discuter des conséquences avec eux. Puis pas juste financier. Oui, il y a financier, il y a l'impact sur la réputation, mais la semaine dernière, j'ai présenté au Hackfest à Lévis et j'étais avec un de mes clients avec qui j'ai travaillé dans les derniers mois, puis il a réussi à implanter tous les contrôles cybersécuritaires Canada. Il a eu sa certification cybersécuritaire. Donc, il est venu parler de ça, du pourquoi il a fait ça, lui. Puis j'ai adoré ce qu'il a dit. Il est monté sur la scène, il était en feu. Il dit, j'ai fait ça parce que j'avais pas les moyens. Puis pas juste les moyens financiers. Il dit, j'avais pas les moyens psychologiques. Ça ne me tentait pas de me lever un matin puis avoir des notes de rançon sur mes imprimantes, puis il faut que je fasse des transferts d'un compte Bitcoin, que là, mes employés ne peuvent pas travailler, puis on ne peut pas desservir nos clients. Il dit, ça ne me tentait juste pas de dealer avec ça. Fait qu'on a beau en parler, essayer de convaincre les entrepreneurs de s'en préoccuper, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs. Je sais qu'on va en parler plus d'un incitatif bientôt, là, mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'incitatifs pour les entrepreneurs de vraiment prendre ça au sérieux et de penser aux conséquences. Il faut s'occuper de la comptabilité. On n'a pas le choix. Il y a des lois. Il faut que tu fasses tes retours de TPS, tes véhicules. Il faut que tu fasses tes impôts à tous les années. Mais au niveau de cybersécurité, à date, il n'y a rien qui dit tu dois faire ça. En espérant que dans les médias, quand on voit là, toutes les histoires d'horreur des PME qui se font frauder, qui subissent des cyberattaques, ben, on espère toujours que ça va en allumer une coupe. Oui, certainement. Merci beaucoup, Jacques. Jacques Brooks, during our discussion, you highlighted the importance of establishing and standardizing board partnership before a critical event. With that in mind, could you explain how the form of this partnership? Yes, okay. I turned the microphone on this time. I'm learning. So partnerships I talked a little bit about, super, super important. When you have an event, and I mean, I hold an opinion that isn't necessarily very popular, especially with internal IT folks. But a lot of times your internal IT team is really not best placed to deal with an active cyber attack. If we're talking about a small breach, a virus, small outbreak of something, absolutely they can handle that. Keep in mind that they are experts in keeping a business running 24/7, taking advantage of business opportunities. They are not cybersecurity experts in many cases. What you want when especially when you have a serious event, you want people that do this day in and day out, not just in a practice setting. It's always, of course, super important to do tabletops with your teams, but
You want people that are doing this day in and day out, that can advise and work with your internal team or your external MSP together. So by having those conversations before an event, it's like doing a tabletop, right? You want to do it before all the emotions are there. When you are hit by a cyber attack, I've been through literally hundreds with clients. Every single time, it is an emotional event. It's like your house has been broken into and invaded. You're not making the best decisions in those scenarios. Of course, everyone wants to say, oh, we're going to remediate it really fast, but then there's a lot of times those downstream impacts. So having those conversations, having someone you can call, right? Some insurance companies have incident response teams ready and waiting for you. My company has one. I've got a team, and that's all they do. They respond to, on average, about 5 different events a week. So they're very well versed in these sorts of things. Now, not just for my company, but anyway, that's another conversation altogether. But having those conversations early, going through it, testing it is super important, and really focus on the basics. I mean, I guess it's a bit of a tangential point to the question, but focus on the basics. It's still the simple issues that are getting the most traction. Focus on those, get your partners organized, make sure you've got those telephone numbers written down so when your entire environment is encrypted, you've got a piece of paper that you can call and say, help. Thank you, Jack. Michel, est-ce que tu m'entends bien? La thématique de cette table ronde est un combat inégal d'une PME face aux cybermenaces. Qu'est-ce qui distingue, en fin de compte, une PME d'un grand groupe face à l'épreuve des cyberattaques? En fait, déjà, il faut bien parler de la typologie des menaces. Quand on parle d'attaques sur les PME, c'est essentiellement des ransomware. Effectivement, les grandes entreprises sont encore touchées par des attaques étatiques, d'espionnage, etc., vol de propriété intellectuelle, ça reste important. Mais on voit effectivement aujourd'hui un transfert, un déplacement des cyberattaques. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises, en tous les cas en France, ont été obligées de se cybersécuriser. On a créé ce qu'on appelle les OIV, opérateurs d'importance vitaux. On les a obligés à se cybersécuriser et les chiffres, 2021, 1300 attaques sur les grandes entreprises qui ont été avérées par l'ANSSI, 800 seulement en 2022. Donc effectivement, ce que font les pirates, c'est qu'ils vont vers des proies qui sont un peu plus faciles. On a mis en place une nouvelle directive européenne qui s'appelle NIS 2 et on va passer le nombre d'OIV d'une centaine à plusieurs dizaines de milliers. Donc voilà, pour justement faire à ce que les sous-traitants, les fournisseurs de ces grandes entreprises soient obligés aussi de mettre en place de la cybersécurité. Le deuxième problème, la grande différence, c'est le manque d'experts. En France, je ne sais pas au Canada, mais on manque cruellement d'experts en cybersécurité. C'est plus de 15 000 cette année en France. Et on en forme quoi 1000 tous les ans. Donc le trou se crée de plus en plus. Une véritable pénurie de talent. Voilà. Donc pour une grande entreprise, c'est déjà extrêmement compliqué de recruter. Imaginez pour un hôpital ou pour une collectivité locale, c'est complètement impossible. C'est pour ça qu'il faut faire des choses simples. Et je pense qu'il y a des gens qui ont réussi. Si on prend la sécurité routière, il y avait énormément d'accidents, de morts dus aux véhicules, etc., etc. Et pourtant, quand vous interrogez les gens, c'était comme les patrons de PME, ils disaient « Mais moi, je roule bien. C'est les autres qui ne savent pas conduire. Même bourré, je roule bien. » Qu'est-ce qu'on a fait ? On a sécurisé le véhicule sans en parler aux utilisateurs. Et si vous prenez une voiture aujourd'hui, que vous foncez, il y a 20 ans, prenez une voiture, fonciez sur un mur à 100 km/h, j'étais sûr d'y passer. Aujourd'hui, le véhicule, il va s'arrêter tout seul avant de foncer dans le mur. Il faut qu'on fasse la même chose. Il ne faut pas demander à nos patrons de PME de devenir des experts en cybersécurité. Il faut faire du secure by design. Il faut qu'on ne puisse pas leur vendre des solutions qui sont des passoires, des trous, voilà, pour qu'on les protège malgré eux. Voilà. Je pense que ça, c'est une solution qu'il faut essayer de mettre en œuvre ensemble. Merci beaucoup, Michel. So, Tony, in the state of heightened concern, some people simply stack layers of security solution. I think Jacques calls it Shrek onion. That's right, Jack? And so doesn't create other problems. And how many security tools are too many? Huh? Yeah, it's a very good question. I like threat onion. That's nice. It's smelly too, so it makes sense. Shrek's onion. Shrek. Yeah, you know, like onions have layers, okay. ogres have layers, cybersecurity has layers. Oh my goodness, that's even smellier. Yeah, so
I know personal experience. I've walked into organizations where they have maybe one tool for security analysis and assessment, and other places they might have 70 or more. In my current role, I've managed to pare down some of our security tool set and tune them and make them far more effective. Like everyone else, in security, you get fatigued. And security fatigue is an increasing problem in the security sector. But it's also a big problem for end users. If they're overwhelmed with security risks and threats, they get that FUD, as we say in English, that fear, uncertainty, and doubt that just piles up on them, and it makes it all very unmanageable, and they tune it all out. The same thing happens to security professionals. If you have a dozen or so tools or 5 or 6 tools, and you're trying to watch them all at the same time and analyze them, there's no way you can take in that much information and data and use it in a meaningful way. For me, that whole goal of a single pane of glass, as we say in the sector, and it's borrowed from IT, is the way forward. If you can't get to a single pane of glass to consolidate all of your data into one spot where you can properly analyze it, at least try to augment it with other tools like an AI-based tool that can help with that pre-analysis, and it can cut down your time digesting the data and the information. The worst thing I've ever seen is what happened with MGM in Vegas. You probably heard their big hack. Well, they weren't just hacked like at a casino or something simple. They were hacked globally. And they didn't even know the hackers were resident inside their infrastructure on a global level. They had no idea. They had tools. They had a lot of tools. Some tools that are actually here in the forum today. The problem was they had no way to centrally manage, augment, and control that data. And I've seen the same thing in my audit days when I was auditing for PCI DSS. One major client I warned them they had too many tools and too many people not looking at them in different sectors. And sure enough, they were hacked after I audited them. I warned them they had to fix this issue. So it is a real thing. It does happen. So reduce your tools, consolidate your tools, use what you need, and watch what you've got. Thank you, Tony. On va passer un petit peu au côté un peu réglementaire de ce panel. Et même si Michel nous en a parlé déjà, pensez-vous que depuis septembre 2023, déjà, nous savons qu'il y a la mise en application de la loi 25 à Montréal, enfin au Canada, pardon. Est-ce que vous pensez que la mise en application de la loi 25 facilitera la conformité en matière de cybersécurité des PME, ou c'est un défi supplémentaire? Non. OK. Merci beaucoup. Premièrement, la loi 25, c'est Québec. Je vais vous dire de quoi de désolant. J'ai l'opportunité de faire beaucoup de sensibilisation en cybersécurité aux PME, des sessions de 90 minutes pour un programme fédéral qui s'appelle le PARI, le Programme d'aide aux ressources industrielles. Je fais ça à travers INSACEM. Je ne sais pas s'ils sont ici aujourd'hui. Et donc, je parle à beaucoup de PME. Et je dirais, aujourd'hui, on est rendu dans mes statistiques, dans moi, ce que je vois, 75 à 80 des PME que je parle, on arrive dans une place dans la présentation où on parle de la loi 25. Je dis, la loi 25, ça vous dit de quoi? Non. Il y a encore un énorme bassin d'entreprises qui n'ont même pas encore entendu parler de la loi 25. Ouais, qui n'ont même pas la connaissance du sujet. Donc, il y a un manque de, on va dire, marketing à quelque part au niveau du gouvernement, parce que je ne sais pas s'ils s'imaginent que ça ne s'applique pas à eux ou ils n'ont pas entendu parler, mais c'est clair, la loi est claire. Toutes les entreprises, tous les organismes québécois sont assujettis à la loi 25. Il faut faire de quoi. Puis un autre point que je fais tout le temps, c'est drôle, on veut toujours parler aux consultants, aux experts en cybersécurité de la loi 25, mais je le dis aux entreprises, un peu là, la loi 25, elle n'a rien à faire avec la cybersécurité, là. Il n'y a rien dans la loi qui dit qu'il faut que tu aies un pare-feu, puis un antivirus, puis un gestionnaire de mot de passe. Il n'y a rien de ça. Ça dit qu'il faut protéger les données. Maintenant, on sait que la majorité des données sont informatisées aujourd'hui, des stockages électroniques. Donc, par la bande, oui, on peut dire la loi 25, il faut que les gens se préoccupent de leur cybersécurité. Est-ce qu'ils vont le faire? Bien, il faut commencer par passer le mot. Mais ça peut amorcer le sujet, du moins. Pardon? Oui, il faut amorcer le sujet. Et ça. donc, des programmes comme le PARI, comme je fais, bien, au moins, ça réveille, ça allume des lumières. Ça fait tourner les roues, puis là, à un moment donné, on espère là, que les entreprises vont comprendre, mais il y a du chemin à faire, je peux vous dire. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Pardon, Jacques. Je suis désolée, j'ai un petit souci. Hop. Et donc, pour expanding on what Jack said
Sorry. Do you think we should enhance CME's specific regulation or establish dedicated support program to assist them? So I would say, I mean, regulation is a bit of a double-edged sword, right? I think we definitely need some guidance, not just for SMEs, but companies of all sizes. But the problem is when we look at the number of frameworks or laws out there, there's a lot of different ones out there. Which framework is best for a company? Which laws, as we go, as companies operate globally, there's so many different laws that need to be looked at. Whether it's Loi 25 or GDPR. I forget what the Americans are calling their new one. What the Canadian government will eventually come out with. You're then creating a massive burden, especially on SMEs who we've talked about already don't have the experts on hand to be able to digest and distill all the different laws that they're going to have to follow, the different regulations. It's going to be very difficult for them. However, we do still see organizations that don't take the basic security controls, right? MFA, they'll have it on their email, but they won't have it on their VPN. Someone says change my banking details for payment, they don't pick up the phone and call and verify. Simple things. So those rules can provide some assistance, set the groundwork, as we've talked about. But I think we have to be careful as a global community that we're not creating more and more burdens, more and more laws that are going to be very difficult for organizations to follow. What's the answer? Wouldn't it be great if a bunch of us could, reasonable people, get in a room and say, here's what every company needs to do, but we're probably a little bit too far away from that. Thank you, Jack. So, on est presque à la fin de notre panel, de notre session, pardon, et je voudrais juste que vous me disiez un dernier mot, le dernier mot de la fin. Je vais vous poser la même question à tous les quatre. Si vous deviez donner un conseil, un seul, aux dirigeants de PME, au moins du moins pour amorcer le sujet lié à la cybersécurité, pour mieux les protéger, quel serait-il? On commence par Michel. C'est jamais simple de donner des conseils, mais je dirais la règle des 3 R. Le R de résilience, résilience et résilience. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut leur exprimer. Ce qui est important, c'est la continuité d'activité. Et ce qu'on propose, nous, justement, aux entreprises, c'est de faire un petit travail ludique et dire, voilà, imaginez que vous n'avez plus aucune connexion à Internet, imaginez que vous ayez perdu 80% de vos données. Comment vous faites pour pouvoir continuer à faire fonctionner vos entreprises? Et on s'aperçoit que le savoir-faire, parfois les anciens dans l'entreprise, dans les PME, permettent de passer cette période un peu compliquée de survie pendant le moment où effectivement on a perdu l'ensemble de ces données et leur dire les données qui sont cryptoloquées, elles sont perdues à jamais. Voilà, c'est pas magique le numérique. Voilà, voilà, la résilience pour moi c'est le plus important. Merci beaucoup. Tony? I think my advice would be to take it seriously and don't think you're not a target just because you're small. Because in fact, the small fish lead to the bigger whales. And if you get the small fish, then you can get inside and get those bigger catches. Jacques? Merci. Pour Number moi, one. le conseil, c'est toujours d'arrêter de penser que la cybersécurité doit coûter un bras et une jambe, comme on dit, que ça doit être un gros investissement, que ça va être compliqué et complexe. Non, on revient à la base, là. Hein? Je travaille avec des PME, là, puis c'est juste de mettre en place des bonnes pratiques, de bien configurer ce qu'ils ont déjà. Ça commence par ça, là, hein? Puis on sait tous quoi faire, comment faire, pourquoi le faire. Hein? On en parle souvent, là, les mots de passe, la gestion des mots de passe, la MFA, toutes ces choses-là, les mises à jour, hein, les fameuses patchs. C'est toute la base qu'il faut faire. Commençons par ça, puis après ça, on pourra regarder des beaux systèmes avec l'IA et des choses comme ça dedans. Est-ce que juste, tu pourrais nous expliquer, vu qu'on a un petit peu de temps, ça m'intrigue, le Onion Shrek. Tu peux juste nous expliquer ta manière juste de, tu vois ça, parce que j'ai regardé. Quand je regarde, c'est justement ce que je dis, c'est la cybersécurité, c'est pas une chose. C'est pas une. Puis il y a des fournisseurs aussi qui font des choses extraordinaires, mais il n'y a pas de pilule magique dans tout ça, là. C'est pour ça que quand je pensais à ça, j'ai dit
La cybersécurité, dans le fond, là, c'est toutes les couches, hein, the layers, comme un oignon. Hein? Onions have layers, ogres have layers. Ben c'est ça, la cybersécurité, c'est toutes les petites choses qu'on fait qui rend la vie difficile aux cyberméchants. C'est vrai. Jack, the same question? Not about the onions, huh? Sorry? The same question for all Yeah. of it. So I guess personally, I think I need to steal Jacques' analogy there, because it really falls under partnership, doesn't it? So to build on what Tony said as well, it's not a matter of, you're not too small to be the victim of an attack. You're only too small to get into the news. All right. So I would say really the number one piece of advice that I give to everybody, there's a lot of places where you can start, just start. All right. And if you really want somewhere to start with an inventory. Know what assets you have, but start. That's right. That's right. Thank you. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement tous les intervenants. Thank you guys to be here, to be a part of this panel. Il faut savoir que c'est la seule table ronde que vous allez entendre sur les PME. Voilà, donc c'est quand même un sujet qui est très préoccupant. Et bon, voilà, donc nous abordons ce sujet aujourd'hui avec vous. Donc je suis ravie d'avoir animé cette table ronde avec ces intervenants d'exception, hein, on peut le dire. Et vu qu'il nous reste un petit peu de temps, je voudrais proposer à notre public s'ils ont des questions spécifiques à poser. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de main se lever. Vous êtes trop timide? C'est ça? Do you have questions? Ah bah écoutez. Oh, one. Yay, thank you. On a une question là-bas. You have a question? Can you bring her the microphone, please? Moi, j'ai une question, Fatia. C'est quoi cette Yes. bière-là? Là? C'est vraiment pas fort. Là. C'est quoi, c'est français, ça? C'est une excellente question dont je n'ai pas la réponse. Mais j'ai l'impression que c'est canadien, non? Non? Ah, haute source. OK, excusez. C'est pour ça que je Alors, Oh, tout d'abord, merci pour vos informations. C'est très agréable et très précieux. Lorsque vous parlez d'une petite entreprise, j'aimerais savoir, on est dans quel range de petite entreprise? Chiffre d'affaires et nombre d'employés. Ça va dépendre ça va dépendre de qui considère ça une PME. Exemple, si je regarde le cadre de cybersécurité, Cybersécuritaire Canada, eux, ils définissent une PME comme 500 ou moins employés. Au Québec, 500, ça commence Énorme. à être une entreprise importante. Là. exact. Alors, ça dépend qui on fait. Pour moi, une PME, c'est, mettons, P, là, si on regarde la petite entreprise, 100 ou moins Moi aussi, employés. je suis d'accord. Après ça, jusqu'à 300 peut-être moyenne. Là. C'est un peu Je suis ça, là. d'accord. Mais Et pour le il y en chiffre a d'affaires, plus toi, de tu... 3-4 qui se font avoir, là. Oui, en France, on a cité les chiffres tout à l'heure. On a ce qu'on appelle les TPE, qui sont en dessous de 50 salariés, et ensuite les PME qui vont jusqu'à 500. Et la limite qu'on met, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, mais je pense qu'il faut... Voilà, tout le monde est extrêmement important dans l'écosystème. Il y a un exemple très... Regardez, Toyota, elles ont dû arrêter 12 sites de production sur 16 sans avoir subi de cyberattaque. C'était leur fournisseur, leur subcontracteur qui avait été cyberattaqué, qui ne savait plus fournir les pièces. De toute façon, tout le monde est important. Et pour une petite entreprise, son activité, elle est aussi importante que pour une grande multinationale. Donc voilà, il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut bien faire comprendre aux petits patrons d'entreprise que non, ce ne sont pas des cibles, mais les pirates, ils ne cherchent pas une cible, ils tapent partout et quand ça leur tombe dessus, ça fait très très mal. Juste une clarification aussi, j'excuse Fatia. Vas-y. Quand je disais, je faisais beaucoup de sensibilisation, puis je travaille beaucoup avec les PME pour le programme Paris, hein, la ressource industrielle. C'est des compagnies qui font beaucoup de recherche, d'innovation. Et le gros, j'ai vu une présentation récemment, le gros de leurs subventions, ça va à des entreprises de 1 à 10 employés. Oui, C'est très donc petit. les toutes petites entreprises. Non, mais c'est vrai que c'est un maillon faible, en fait. On ne peut pas considérer qu'il y a une taille spécifique, parce qu'en réalité, le risque est tout aussi important. Et je pense que le NIS 2 qui va mettre en place ce côté de sous-traitants, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants qui travaillent pour des grosses entreprises et qui ne sont pas sécurisés. Donc ça crée une faille réelle et sérieuse. Et donc je pense que c'est bien aussi de mettre le côté réglementaire sur cet aspect-là,
malheureusement, il faut un petit peu de réglementaire pour ce type d'entreprise. Parce que si on ne fait pas de réglementation, elles se disent qu'elles ne sont pas concernées. Donc c'est ça la problématique Ça a un qu'on impact a aujourd'hui. incroyable. Ici, on a un chiffre qui tourne dans la communauté de cybersécurité qui dit que 60% des PME qui subissent une cyberattaque ne s'en remettent pas. Le problème, Exact, c'est qu'on n'est pas exact. tellement certain d'où. Ouais, Comment? et puis là, en France, j'ai vu récemment des chiffres qui parlent plus de 50% d'après Oui, une étude. Mais totalement. c'est quand même, là, c'est beaucoup d'entreprises Beaucoup. qui ne survivent pas à une cyberattaque. Pourquoi l'entrepreneur prendrait ce risque-là de perdre ce qu'il est en train de bâtir? On l'a vu, là, tu l'as montré. 99%, c'est notre moteur économique au Canada, au Québec. Il faut les protéger, ces entreprises-là. Il faut savoir que ces entreprises-là emploient plus de 85% des personnes. Donc c'est juste énorme en termes de chiffres. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut considérer ça. Et ouais, donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que nous avons d'autres questions? Ne soyez pas timide. Nous ne mordons pas. Ils sont gênés. Ils sont gênés, ils sont timides. Oh, une autre question, Voilà. parfait. Bonjour, je voudrais poser la question, dans la couche d'oignon que tu parles, quelle serait la couche la plus efficiente pour les PME? Écoute, au niveau des postes locaux, je vois des choses là, comme les usagers qui travaillent en tant qu'administrateurs sur leur poste. Dans Microsoft 365, que je fais évidemment ici au Québec, au Canada, c'est beaucoup plus populaire, je pense qu'en France. La grosse majorité des entreprises sont là-dedans. Les gens arrivent avec leur boîte, là, ils déménagent dans Microsoft 365. Les portes, les fenêtres sont ouvertes, facile, mais personne ne ferme de portes et de fenêtres. Je vois des contrôles de base là, qui sont même pas faits. Là. Puis Microsoft, ils ont dit, OK, regarde, on va vous rendre la vie facile. On va mettre une switch ici, là, puis ça va sécuriser un plein d'affaires. Personne ne flippe la switch. Fait que c'est des choses comme ça de base là, qu'il faut faire. C'est les mots de passe, pas réutiliser les mêmes mots de passe partout. Je fais toujours peur aux entreprises là, quand je fais les sessions de formation. Je fais toujours un peu de OSINT avant, de découverte. Là, puis là, je trouve des courriels sur le dark web. Hein. Il y a eu des brèches de courriels avec des mots de passe. Puis là, durant la présentation, je leur montre ça. Puis je dis là, si je vais sur le dark web puis je trouve cette brèche-là, j'ai ton adresse courriel, j'ai un mot de passe. Est-ce qu'avec ça, je rentre dans Microsoft 365, j'ai accès à tous tes courriels, ton OneDrive? Et puis là, je peux te dire, la direction, spécifiquement, ils viennent blancs puis ils disent pas un mot. Hein. Parce que là, on sait que 97% des gens réutilisent les mêmes mots de passe. Hein, des choses comme ça. Fait que c'est des choses de même là, qu'il faut faire. C'est vrai. Merci beaucoup. Une dernière question pour clôturer notre panel. Vous êtes nombreux pourtant. Hein. Là, je vois vraiment que vous êtes très timide. Ça m'étonne de vous. Last question. Qui sera le plus courageux d'entre vous? Vous avez vu, j'incite pourtant le public à interagir avec nous. Bon, bah écoutez, on va clôturer ce panel. Je remercie encore chaleureusement nos intervenants. Et écoutez, nous restons disponibles. Vous pouvez nous rajouter sur LinkedIn. On sera ravis de poursuivre les échanges avec vous. Et voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Thank you.